C'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, à l'époque où votre grand-père était un petit garçon. Une histoire très importante, car c'est elle qui permet de comprendre comment les échanges entre notre monde et le pays de Narnia ont commencé. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. Ça me fait plaisir de te retrouver pour une nouvelle saison. Ouais, moi aussi. Une nouvelle saison qui va parler du neveu du magicien. Et pour tous nos auditrices et auditeurs de la première saison, peut-être que c'est une surprise, parce qu'on avait parlé au tout début de faire les livres dans l'ordre de publication, mais on a fait une entorse cette année, parce qu'il y a un gros projet qui va sortir au cinéma. Le neveu du magicien passe par le grand écran, et on avait envie de pouvoir parler de ce livre en même temps que sa sortie. On trouvait ça trop dommage de rater le coche par rapport à ça. Et le plus important, c'était de commencer par Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, que vous pouvez retrouver, qui est toujours disponible sur les plateformes si vous avez envie de l'écouter ou de le réécouter. Donc une entorse, mais pour le bien commun, de continuer dans cette lancée et découvrir les origines du monde de Narnia. Ok, donc on commence avec le résumé du chapitre 1, La mauvaise porte. Polly et Diggory sont deux enfants qui habitent à Londres dans des maisons voisines. Ils se rencontrent au fond du jardin et deviennent amis. Comme l'été est particulièrement froid et humide, ils décident d'aller explorer les greniers de la rangée de maisons où ils habitent, après avoir découvert qu'ils communiquent tous entre eux. Ils essayent d'atteindre une maison inhabitée qu'ils veulent explorer, mais se trompent et se retrouvent dans le bureau d'Andrew, l'oncle de Diggory. Celui-ci est bizarre et leur fait peur. Ils commencent par fermer la porte à clé pour les empêcher de repartir, mais semble changer d'avis suite à leurs supplications. Toutefois, il dit vouloir faire un cadeau à Polly avant son départ. Il invite la petite fille à prendre un anneau doré sur un plateau, et au moment même où elle le touche, elle disparaît de la pièce. Suspense. Ça commence fort. Ouais. Alors, il y a une dédicace dans ce livre, comme dans le précédent. Donc, le précédent, si vous vous souvenez, c'était pour Lucy Barfield. Celui-ci, il est dédicacé à la famille Kilmer. Alors, la famille Kilmer, ce sont des enfants d'une famille américaine. Donc, il y avait 10 enfants, il y en a 8 qui ont correspondu avec Lewis. Ça s'est passé sur plusieurs années. La première lettre date de 1954 et ils lui ont écrit jusqu'à la mort de Lewis en 1963, donc 9 ans. Ça a duré 9 ans. Et ils ont commencé donc un tout petit peu avant la sortie de ce livre, qui est sorti en 1955. Et on peut lire ces lettres dans un livre qu'on a mentionné dans la première saison, qui a été traduit en français. En français, ça s'appelle Lettres du pays de Narnia. C'est paru en 2020 chez Pierre Tecky. Et c'est une lecture qu'on vous recommande, c'est très sympa. Parce que il y a beaucoup d'humour, il y a un grand respect de Lewis aussi pour les enfants, et puis il y a des petits dessins qu'il fait pour illustrer ses lettres. C'est vraiment une lecture agréable. Alors, on va passer au début de l'histoire. Ça commence avec ce qu'on a lu en introduction. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps, à l'époque où votre grand-père était un petit garçon. Et puis, ensuite, le narrateur dit « À cette époque, Sherlock Holmes vivait encore à Baker Street. À cette époque, si vous aviez été un petit garçon, vous auriez porté un uniforme de collégien au col empesé tous les jours. Et les écoles étaient souvent plus strictes qu'aujourd'hui. En revanche, les repas étaient meilleurs. Quant aux bonbons, je ne vous dirai pas à quel point ils étaient exquis et bon marché. Sinon, je vous mettrai l'eau à la bouche pour rien. » Alors, qu'est-ce que tu penses de cette introduction, Lula ? Moi, je la trouve hyper touchante. Alors, évidemment, le livre a vieilli, dans le sens où c'est pas l'époque où nos grands-pères étaient petits garçons, mais plutôt l'époque des grands-pères de nos grands-pères. Mais ça remet tout de suite dans le cadre un peu féerique, un peu magique,
Je sais pas si c'était déjà magique à l'époque ou si ça l'est encore plus aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, Londres à l'époque de Sherlock Holmes, ça évoque tout un tas d'imaginaires, ça appelle beaucoup de choses. Est-ce que c'était déjà le cas dans les années 50 en Angleterre ou est-ce que c'est mon côté français qui rêve encore plus, qui l'imagine? C'est possible, mais ça donne envie de savoir la suite. On sait par contre qu'on va pas rester extrêmement longtemps en plein Londres et qu'on risque de voyager un peu plus que ça, mais ça me donne envie d'avoir la suite et j'ai envie de goûter les bonbons. Mais ça, ils nous avaient prévenus. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'était un ton nostalgique à l'époque, hein, puisque ça a été publié en 1955, comme j'ai dit, et donc lui-même, Lewis, il avait 57 ans à l'époque où le livre est sorti, et donc ça correspond à sa propre enfance. C'est lui là qui se souvient hein, des bons repas et des bonbons qu'il mangeait quand il était enfant. Il faut se souvenir qu'en 1955, bah, c'était toujours encore la période des tickets de rationnement en Angleterre, hein, c'était l'après-guerre, et donc ben, il n'y avait pas beaucoup de bonne nourriture, les gens avaient faim, et donc il porte ce regard nostalgique sur son enfance, aussi bien pour les bonnes choses que les mauvaises d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi cette référence aux uniformes pas très agréables, aux écoles strictes, et ça donc c'est vraiment quelque chose d'autobiographique, hein, puisque lui-même, il raconte dans son autobiographie Surpris par la joie, il avait beaucoup souffert dans les écoles dans lesquelles il était allé, en particulier la première, qui était très très stricte, et puis il n'aimait pas les uniformes. Et en fait, dans cette chronique, hein, le neveu du magicien, c'est vraiment celle qui est la plus autobiographique des sept. Il y a plein d'éléments qui rappellent des choses que lui-même a vécues. Et ça commence déjà dans ce chapitre, comme par exemple lorsque Polly va dire à Diggory qu'il a un drôle de nom. Bah, Lewis lui-même, il s'appelait Clive Staples, et c'était un drôle de nom à l'époque. Euh, En particulier Staples, c'est un nom vraiment rare. Et puis on voit aussi dans ce chapitre que les enfants sont pas très bons en maths. Ils font des calculs et ils se trompent. Et bah, lui-même, il n'était pas bon en maths. On voit que il y a un enfant ici, Diggory, qui est loin de ses parents. Il y a une mère malade qui va mourir. Il vit avec un oncle fou. Hein, c'est pour ça qu'il pleure dans le jardin au début. Et bah, Lewis lui-même a perdu sa mère à 9 ans. Il a été envoyé dans un pensionnat en Angleterre, dans une école dont le directeur était fou. Et voilà, donc toutes ces choses, et d'autres encore dont on parlera plus tard parce qu'on va éviter de spoiler, Ouais, tout à fait. mais toutes ces choses font référence à son propre vécu. Et on voit que c'est aussi une manière pour lui de se mettre les enfants dans la poche. On en parlait à la saison 1, où il y avait le professeur qui disait mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ces jours. Il y avait ces petits pics quant à l'école qui se retrouvent peut-être encore plus fortement dans ce volume, mais on peut imaginer à quel point les enfants ils sont contents d'entendre une grande personne oser critiquer l'école sur certains points. Donc c'est touchant aujourd'hui. Je pense que c'est encore plus touchant au moment où ça a été écrit. On imagine le petit C.S. Lewis dans son uniforme un peu trop grand pour aller à l'école, les poches remplies de bonbons. Il y a quelque chose d'assez touchant et nostalgique. Donc la deuxième phrase, hein, qui dit que c'est une histoire très importante parce qu'elle permet de comprendre comment les échanges entre notre monde et le pays de Narnia ont commencé, c'est vraiment une de ces phrases qui plaide en faveur de la lecture dans l'ordre de publication qu'on avait recommandé, puisque là, il est vraiment en train de dire, bon voilà, vous connaissez déjà Narnia, maintenant, je vais vous expliquer comment tout ça a commencé. Et en fait, celui-ci, ce livre-là, le neveu du magicien, eh ben, il a commencé à l'écrire juste après l'armoire magique. Il voulait expliquer l'origine de Narnia juste après l'armoire magique, et puis en fait, il s'est arrêté, et il l'a repris que quelques années plus tard, quand il en avait déjà écrit 4 autres. Juste avant sa mort, il a demandé que tous ses papiers soient brûlés. Et donc, il y avait un grand feu qui était dans son jardin. Et puis, il y a Walter Hooper, un Américain qui était le secrétaire de Lewis, qui est arrivé au moment où il a vu ce grand feu. Il a demandé d'arrêter et il a sauvé du feu tout ce qu'il a pu. Et entre autres, on a retrouvé dans ces papiers qui ont été sauvés un fragment du premier neveu du magicien. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment ça a évolué et comment il s'est amélioré, je pense. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé entre les deux histoires. Notamment dans le premier livre, il n'y avait pas une claire séparation entre le monde de la magie et notre monde. Par exemple, Diggory, dès le début de l'histoire, dans notre monde, avait la capacité de comprendre le langage des arbres et des animaux.
Et moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une amélioration de faire une claire séparation entre les mondes et d'avoir ce passage. Hein, ça rajoute de la magie, ce passage entre les mondes. Donc, je suis contente qu'il ait finalement laissé passer du temps. Et Laissez maturer. voilà, c'est ça. Laissez maturer son histoire. Ce qui est très drôle, et on pourra en parler la semaine prochaine, euh, c'est que ça rappelle quelque chose qui sera discuté dans le chapitre prochain. Histoire de brûler ou pas brûler, les choses posthumes, on pourra en parler, mais c'est passionnant de savoir ça. Personnellement, je trouve que c'est toujours compliqué de respecter ses volontés parce que personne n'a envie de brûler les affaires de Lewis, on a tous envie de les garder. Donc c'est intéressant de savoir que son secrétaire a fait non, 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 il y a des choses, faut pas brûler par pitié. Mm, Et, euh, et une petite pensée à toutes les choses qui ont été brûlées mm, qu'on aurait bien voulu récupérer. mm, c'est sûr. Mais c'était sa volonté. Mm, Ah, c'est pas facile, ce mm, genre de discussion. non. Alors, je voulais faire aussi une remarque sur la traduction. Et donc, cette traduction française est moins bonne que la précédente, que celle de l'armoire magique. Et notamment, bon, elle est déjà assez vieille. Hein. J'espère qu'ils vont en refaire une avec la sortie du film. Et il y a des choses qu'on se permettait à l'époque et qu'on ne se permet plus aujourd'hui. C'est notamment de couper des choses. Et donc là, dans le premier chapitre, eh bien, dès le début, il y a un morceau qui a été coupé. Alors, on peut comprendre que ça a été coupé parce que c'est des références qui ne sont pas compréhensibles par les lecteurs français. Mais aujourd'hui, on traduirait et on mettrait une petite note pour expliquer. Donc, je vais quand même vous donner cette partie qui a été coupée pour votre information. Donc, c'est la phrase: à cette époque, Monsieur Sherlock Holmes vivait encore à Baker Street et les Bastable cherchaient un trésor à Lewisham Road. Hein. Et donc, cette deuxième partie a complètement disparu du français. Donc, Sherlock Holmes, évidemment, tout le monde connaît en français, donc ça a été gardé. Et d'ailleurs, d'emblée, ça met un petit côté imaginaire dans cette histoire. Hein. On comprend tout de suite que ça va être une histoire qui n'est pas très réaliste, puisqu'on présente ici Sherlock Holmes comme un personnage historique. Et ensuite, il y a une référence à des enfants, les Bastable. C'est une référence à une romancière anglaise qui était très connue à l'époque, qui s'appelle Edith Nesbit. Et aujourd'hui, elle est plutôt oubliée. Et donc, Lewis aimait bien ces histoires. Il a peut-être été inspiré par un des romans de Edith Nesbit lorsqu'il a inventé l'armoire magique, parce que dans les histoires de Edith Nesbit, justement, il y avait une histoire d'armoire qui permettait d'aller dans un autre pays. Quand on lui a posé la question, il a dit qu'il ne se souvenait pas. Mais bon, c'est possible qu'il ait lu cette histoire et qu'ensuite, inconsciemment, il y ait fait référence. Mais on va reparler d'Edith Nesbit parce que dans ce livre, il y a un endroit où vraiment il va être inspiré de façon très très claire par un de ses romans. Mais on n'en parle pas tout de suite, encore une fois pour éviter de spoiler. En parlant de différentes éditions, je tiens à préciser que suivant quelle édition vous lisez, vous allez peut-être avoir plus ou moins d'illustrations. Donc les illustrations sont toujours par Pauline Bates et elles sont toujours aussi charmantes. Je tiens à préciser que si vous avez le gros pavé avec l'intégrale des histoires du monde de Narnia, édition Gallimard, vous n'avez pas toutes les illustrations qui sont présentes dans les plus petits livres. Dans le Gallimard, il y en a peut-être une par chapitre. Ici, il y en a 2 voire 3. C'est dommage qu'on n'ait pas toutes les illustrations parce qu'elles sont très bucoliques, elles sont toujours aussi ravissantes et c'est dommage de les rater. Donc vous pouvez les retrouver sur internet, j'imagine, mais c'est quelque chose que j'ai plaisir à souligner régulièrement parce qu'elles sont vraiment adorables. Pas de Madame Castor sur ces premiers chapitres, mais elles sont tout de même très mignonnes. Alors l'histoire commence dans un jardin et peut-être que c'est une allusion au jardin d'Éden où a commencé l'histoire de l'humanité. C'est pas sûr, mais en tout cas, cette histoire correspond aussi à la jeunesse de Narnia, donc ça se pourrait que ce soit une petite allusion. Bon, en tout cas, dans ce jardin, on a donc les premiers échanges entre les enfants, et ils commencent par se disputer. Alors ça dure pas très longtemps, mais ils se disputent, et la source de la dispute, c'est la surprise face à la différence, hein, puisque Polly trouve que Diggory a un drôle de prénom, qu'il est sale, et puis elle voit qu'il a pleuré, et sur le coup, elle est tentée de se moquer de lui. Et puis ensuite, bon, elle se rend vite compte que c'est pas très gentil, ce serait pas très gentil de faire ça, et donc elle change d'avis. Et lui, Diggory est tellement malheureux, et il se sent tellement seul, qu'il n'a pas envie de se disputer avec cette fille qu'il vient juste de rencontrer. Et on apprend dans cette conversation, donc,
qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Diggory a des raisons d'être triste, hein, puisque sa mère est très malade et qu'elle risque de mourir. Ensuite, il commence à parler de l'oncle Andrew, l'oncle de Diggory. Et là, quelle a été ta première impression sur l'oncle Andrew, Lula? Alors, ma première impression était un petit peu ambivalente, parce que la première fois que je l'ai lu, c'était en français. Et au départ, j'imaginais qu'on allait le trouver sympathique à la fin. Je pensais que le regard un petit peu singulier que portaient les enfants était dû à leur âge, qu'ils le connaissaient peu, qu'il avait ce côté excentrique, un grand hurluberlu, mais qui, au fond, était assez sympathique et jovial, et que s'il n'avait pas autant de discussions, c'était à cause de sa sœur qui était plus stricte, un peu à la manière du professeur dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, ce qui s'avère faux très vite. Mais en le lisant en anglais, j'avais l'impression que tout de suite on avait beaucoup moins ce doute du côté un peu lugubre du personnage qui ressortait, je trouve, plus rapidement en anglais. Et donc j'ai eu un peu l'impression de m'être fait rouler dans la farine par ce personnage. Je ne suis plus une enfant, mais je me suis fait avoir. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, oh, il a l'air sympa ce personnage, mais ça a duré 3 pages. Hein. Mhm. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même l'impression très vite qu'il y a quelque chose de louche, hein. Bon, il y a un mystère et l'impression qu'il y a quelque chose de louche. Alors, elle n'est pas forcément comprise par tout le monde, mais la première supputation que font les enfants, c'est qu'il a peut-être une femme folle enfermée dans le grenier. Et ça, c'est une référence littéraire à un roman très connu dans les pays anglophones, hein, qui est Jane Eyre de Charlotte Brontë, où effectivement il y a une femme folle enfermée dans le grenier. Et je trouve ça très agréable personnellement parce que bon, un enfant qui lira ça ne comprendra pas du tout cette allusion, ou même certains lecteurs qui ne connaissent pas cette histoire, mais ça va rajouter un petit plaisir hein, pour ceux qui comprennent, ça fait comme un petit clin d'œil. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Narnia, c'est qu'il y a vraiment plein de niveaux de lecture possibles et il y a plein de petites allusions qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Et bon, ça n'enlève rien à l'histoire elle-même, mais ça rajoute quelque chose quand on les comprend. Quand tu dis une femme folle, tu parles d'une épouse folle, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. Oui, J'ai parce pas, qu'en j'ai... français, ouais. le mot épouse n'est pas présent et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en anglais, je crois que c'est a mad wife, ou en tout cas le mot wife Oui, est tout à fait. présent. Oui, oui, Et en oui. français, c'est peut-être qu'il y a une folle enfermée là-haut. Donc on n'a pas du tout l'idée du Ah, lien filial. Et, euh, d'accord. et je me suis dit peut-être que c'était aussi une petite erreur de traduction, pas une erreur, mais un manquement parce que ben, je ne l'ai pas lu pareil entre le français et l'anglais, du Ah coup. oui, évidemment, forcément, oui. J'avais pas fait attention à ça, mais t'as raison. C'est les aléas de la traduction, comme la question du faux monnayeur, qui est un mot peut-être que les enfants d'aujourd'hui ne comprendraient pas forcément, qui pourrait être mis au goût du jour. Mm. Alors, oui, effectivement, en anglais, je viens de vérifier, c'est mad wife, hein. Donc, c'est clair et net, hein. C'est a mad wife, shut up there. C'est clairement une allusion à Jane Eyre. Ah, on la perd un petit peu en français, c'est dommage. Mm. Alors, on retrouve ici l'importance de la météo, puisqu'on nous dit que c'est un des étés les plus froids et pluvieux depuis de nombreuses années. Et exactement comme dans l'armoire magique, où ça avait commencé avec la pluie, eh ben c'est cette météo défavorable qui va permettre l'aventure, hein. Donc on a cette même idée ici. En même temps, un été en Angleterre, il fallait pas s'attendre à Oh, grand-chose. t'exagères. Mais je suis mauvaise langue. Alors ensuite, on nous apprend que Polly a un refuge dans le grenier et elle en parle à Diggory. Elle a un petit endroit où elle garde des trésors et où elle écrit des histoires. Donc ça, c'est une référence autobiographique également. Et cette fois-ci, c'est Polly qui joue le rôle de Lewis, si on veut, puisque Lewis et son frère avaient aussi, dans leur maison familiale en Irlande du Nord, un petit refuge dans le grenier où ils gardaient leurs trésors et où ils écrivaient des histoires. Et Et oui, il buvait beaucoup de soda au gingembre. c'est- On a ce détail très mignon de Polly qui,
empile les bouteilles de soda au gingembre les unes après les autres, qui fait un peu repère de contrebandier, qui est hyper, très drôle, je trouve, d'imaginer cette petite fille, sûrement dans une jolie robe avec, avec son tas de bouteilles en verre à côté. Alors, on avait dit dans L'armoire magique que les enfants avaient des personnalités bien marquées. Et ici, on va retrouver ça aussi. On commence déjà à voir dans ce premier chapitre leur caractère. Et notamment dans cette petite conversation qu'ils ont, où ils se rendent compte donc qu'il y a d'autres maisons à explorer à partir du grenier. Et donc Polly dit à Diggory qu'il y a une maison vide après la sienne. Alors, voilà comment Diggory réagit. Dans ce cas, nous devrions aller y jeter un œil, acquiesça Diggory, beaucoup plus excité que ne le laissait entendre le ton de sa voix. Naturellement, Diggory pensait, comme vous, certainement, et comme Polly, à toutes les raisons qui pouvaient expliquer que cette maison soit vide depuis si longtemps. Ni l'un ni l'autre n'osait prononcer le mot hanté, mais tous deux savaient qu'une fois que l'idée était lancée, il était difficile de faire marche arrière. Si nous allions voir tout de suite, proposa Diggory. D'accord, mais n'y va pas si tu n'y tiens pas. Si tu y vas, j'y vais, dit-elle. Et là, on voit que Diggory est curieux et qu'il aime explorer, découvrir des nouvelles choses, et c'est quelque chose qui va se confirmer tout au long de l'histoire, avec des conséquences plutôt dramatiques d'ailleurs. On a aussi beaucoup de naturel dans ce dialogue où ils s'encouragent l'un l'autre, comme le font souvent les enfants. Ils ont peur secrètement, mais pour rien au monde, ils ne se l'avoueront. Donc on a des choses très, très naturelles qui apparaissent dans ce dialogue. On y croit. Oui. Et en anglais, c'est encore plus marquant. Elle va répéter au moins 2 fois I'm game if you are. Qui est un peu, j'ai l'impression, c'est toi l'experte, mais que c'est un peu le chiche. C'est ça. Dans le c'est sens ça. où, voilà, si tu joues, moi je joue. Et si tu y vas, j'y vais. C'est marqué, mais c'est un peu moins marqué. Mais l'ego des enfants de j'ai un peu peur, mais si tu le fais, moi je le fais aussi parce que je vais pas me débiner. Ouais, ouais, ouais. Qui est très, très marquant. Et c'est vrai qu'on le voit déjà au premier chapitre, à quel point les enfants ont une personnalité complexe. Par exemple, Polly, au début, elle a un petit peu envie de se moquer, mais pas trop. Elle n'est pas caricaturée comme la moqueuse, la méchante, mais elle n'est pas caricaturée comme Mm. la douceur absolue qu'on pouvait voir en Lucie, par exemple. Où elle a ce petit côté un petit peu orgueilleux, où elle n'a pas envie de paraître plus faible que Diggory. Elle a envie d'explorer, mais elle est quand même beaucoup moins aventurière que lui. Enfin, c'est très bien écrit. Mm. On s'attache facilement et on arrive à comprendre les complexités des personnages assez rapidement aussi. On trouve aussi beaucoup d'humour dans cette chronique, et ça commence là déjà, lorsqu'ils essayent d'imaginer ce qui pourrait se cacher dans cette maison, et Diggory dit « Une maison ne peut pas être vide depuis tant d'années sans qu'il y ait un mystère, ça ne tient pas debout. » Et donc Polly répond « Papa pense que c'est à cause de l'état de la plomberie. » Et Diggory répond « Pouah, les adultes ont toujours des explications d'une platitude. » Et ça, c'est un humour qui plaira forcément aux enfants. Bah oui. Qu'est-ce que c'est ennuyant, les problèmes de plomberie. Je pense qu'on est d'accord, et en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, que les problèmes de plomberie, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus drôle. Ouais. Et puis ensuite, on a donc ce fait qu'on a mentionné tout à l'heure, ils sont nuls en maths, hein, ils essayent de calculer. Ils prennent une feuille de papier, ils essayent de calculer, ils font des additions pour savoir comment faire pour savoir comment arriver à la maison vide en comptant le nombre de mètres. Et ils se trompent, enfin, ils trouvent pas les mêmes résultats. Et donc là, encore une fois, les lecteurs enfants vont pouvoir s'identifier au personnage, hein, puisque peut-être encore plus à l'époque, lorsque les calculatrices n'existaient pas, hein, ça devait être quelque chose de très courant comme expérience. Et en parlant du caractère de Polly, donc j'en ai pas encore parlé, j'ai parlé du caractère de Diggory, on voit qu'elle est très prévoyante, hein. Elle a une importante réserve de bougies, par exemple, dans son antre. Et donc, elle a un côté très organisé et un petit peu maternel, hein. Elle a construit un genre de nid confortable là dans le grenier. Et ça va te plaire ça, Lula, c'est un personnage qui rappelle un peu Madame Castor, hein. Il y a ce petit côté je prévois pour tout le monde, etc. Oui, et en même temps, elle ne se laisse pas
enfermée dans cette caricature d'une Madame Castor un peu plus mature, puisqu'elle laisse traîner ses bouteilles de soda partout. Oui, oui. Je trouve ça adorable d'imaginer une petite fille qui n'est pas cette caricature de la petite fille bien élevée, avec les chaussures bien cirées. À la fois, elle est très coquette, on va le voir plusieurs fois dans le livre, c'est pas un gros spoil que je nous fais, mais à la fois, voilà, elle entasse ses bouteilles, elle a beaucoup de bougies, elle est prévoyante, mais à la fois, elle va aussi pas se laisser faire par Diggory. Et c'est ça que je trouve vraiment très agréable, c'est qu'on ne rentre pas dans une caricature, que c'est des vrais enfants Mm. avec leurs vraies particularités, leurs vraies exceptions, et je trouve ça particulièrement pertinent, et ça nous permet de nous identifier beaucoup plus facilement. Donc oui, j'ai trouvé ça très drôle, cette petite fille à la fois très prévoyante et puis qui reste une petite fille avec Mm. son tas de pommes et ses bouteilles vides. Mhm. Alors, ils décident de partir à l'aventure, donc ils arrivent devant une porte qu'ils pensent être la bonne. Ils l'ouvrent et ils se rendent compte qu'ils se sont trompés puisqu'il y a un feu de cheminée, hein, donc ils ne sont pas du tout dans une maison abandonnée. Et alors on savait déjà que ça allait mal se passer parce que le titre du chapitre c'est La mauvaise porte, hein, donc on pouvait déjà deviner que ça allait pas aller comme ils avaient prévu. Et là je pense qu'il y a vraiment un suspense très important là qui se met en place et je pense que c'est quelque chose qui passera très bien au cinéma. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai hâte de voir ça. Complètement. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je trouve à travers tout ce livre, à quel point on a envie de passer au chapitre suivant. Ouais. C'était présent dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Je trouve que c'est encore plus présent dans ce livre. J'ai l'impression qu'il a vraiment maîtrisé l'art du suspense, où le jour où je lirai ça à mes enfants, j'imagine bien que mes enfants vont me tanner pour le chapitre d'après avant de dormir. Mhm. Parce que, mais maman, tu peux pas nous laisser avec ça. Dis-nous la suite, raconte-nous ce qui se passe après. Et chaque chapitre, on a envie de dire, allez, encore un, pour savoir ce qui se passe. Et en effet, le suspense est très bien géré. Et au cinéma, ça va très bien passer, mais même dans nos têtes. On Mm. imagine ce décor avec les vieux meubles anglais, le feu d'un côté. Enfin, c'est très très bien, Mhm. c'est très très bien décrit, et ça nous emporte assez loin. Mm. Et donc les enfants rentrent dans la pièce qui a l'air vide. Et là, ils voient un plateau avec de mystérieux anneaux qui sont très beaux et qui semblent émettre un bourdonnement. Et cette fois-ci, c'est Polly qui fait preuve de curiosité et elle est attirée par ces anneaux qui sont à la fois beaux et dangereux. Alors, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien venait juste de sortir, hein, il est sorti en 1954 et 1955. Et bon, on a déjà dit dans la saison 1, Lewis connaissait très bien ce livre et même ce livre n'aurait jamais vu le jour si Lewis n'avait pas encouragé Tolkien à l'écrire. Et donc là, voilà, il y a peut-être une petite influence, enfin, voilà, un anneau ou des anneaux beaux et dangereux, ben, on connaît ça déjà. Et donc, ben, Diggory veut partir, mais en fait, ils n'ont pas le temps parce que il y avait un fauteuil face au feu dont les enfants ne voyaient que l'arrière et d'un seul coup, l'oncle Andrew se lève de ce fauteuil et leur apparaît. Encore une fois, il y a un suspense incroyable ici. Et ce passage, quand l'oncle Andrew apparaît, est absolument terrifiant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. On était déjà un petit peu préparé à avoir peur de lui, comme on l'a dit, mais alors là, ça se confirme. Hein, quand il se lève de son fauteuil, la façon dont il est décrit, ça fait vraiment peur. Oh oui, non, ça me rappelle des souvenirs d'enfants où, par exemple, t'écris un petit mot et t'as le professeur qui voit que t'es en train d'écrire le petit mot sur ta table. Derrière, tu imagines l'adulte qui fait 6 mètres de haut, tu sens l'ombre dans ton cou. C'est très très bien représenté, et je pense que peu importe l'âge à laquelle on lit ce livre, on se sent tout petit. Mm, On a l'impression qu'il va nous arriver des bricoles. C'est très bien écrit, et on imagine l'estomac qui descend dans le ventre avec Polly qui voit ses bagues, qui est hypnotisée. Et encore une fois, je la comprends parce que moi j'aime bien les bijoux aussi. Mais de voir ces joyaux qui scintillent avec un petit bruit calme, presque hypnotisant,
qui l'attire, et tout d'un coup de voir quelqu'un dans la pièce qu'ils n'avaient pas vu, qui se lève, ça doit être... Oh, ça glace le sang. Mhm. Et donc, c'est très bien décrit aussi parce que déjà, quand il se lève de son fauteuil, il est comparé à un diable qui sort de sa boîte, hein. En français, c'est tel une pantomime diabolique surgissant d'une trappe. Et puis après, il y a le portrait physique qui est aussi... voilà, en même temps, bah, si on le lit très superficiellement, on peut avoir l'impression que c'est juste un portrait physique, mais si on fait attention, il y a des choses qui sont alarmantes, hein. Par exemple, donc, il est décrit comme grand et maigre, avec un nez très pointu, des yeux extrêmement vifs, un regard perçant, un large sourire qui montre toutes ses dents, et puis il fait craquer ses articulations. On dit qu'il a de très longs doigts, d'une blancheur éclatante et des mouvements très rapides. Alors, je ne sais pas à quoi ça te fait penser, toute cette description, mais moi, personnellement, ça m'a rappelé des souvenirs. On a eu une très belle description physique de la sorcière blanche dans le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, avec ses attributs aussi très perçants, très perturbants d'un certain côté. Est-ce que est-ce qu'on a un peu le même type de personnage, Mm, un peu très fin, glacial, mm, pointu? tout à fait, ouais. La peau très blanche, très grande. Et puis, il était aussi question de choses pointues, hein, la baguette, les tours de son château, etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui ressemblent. Et puis, ce large sourire, alors là, ça m'a fait penser au loup dans le chaperon rouge, hein. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et alors, donc là, déjà, la description physique est effrayante. Et alors, le troisième degré de terreur, je dirais, c'est quand il commence à parler. Parce que ce qu'il dit est absolument effrayant, hein. Lorsqu'il demande: «Pourriez-vous avoir la gentillesse de nous laisser entrer, s'il vous plaît?» Il répond: «Non, pas tout de suite. Je ne vais pas laisser passer une occasion pareille. J'ai besoin de 2 enfants, vous comprenez, car je suis au milieu d'une expérience de la plus haute importance. C'est une expérience que j'ai déjà faite sur un cochon d'Inde et qui a eu l'air de marcher. Mais comme les cochons d'Inde ne parlent pas, je n'ai pas les moyens de leur expliquer comment revenir.» Et c'est là quand il parle que tous mes espoirs d'un gentil personnage se sont effrités. Je t'avoue que jusqu'à la description physique, j'avais encore l'espoir que ce soit un adorable personnage. En fait, il me fait penser à un professeur que j'avais au collège. La description, hein, pas le fait qu'il utilise les enfants comme cobaye. Mais j'avais un professeur qui était très grand, très fin, avec un nez plutôt long et crochu, mais qui était adorable, vraiment très gentil. Et voilà ce côté touchant de ces grands hommes qui peuvent avoir beaucoup de douceur et presque des bras un peu trop longs, qui savent pas quoi en faire. Donc j'avais cet espoir de ce monsieur sympathique qui avait juste envie de reconnecter avec les enfants autour de lui, et où sa méchante sœur lui laissait pas trop faire, mais une fois qu'il ouvre la bouche, c'est fini, là, Mm, c'est plus possible. On comprend qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz, mais jusqu'à ce moment-là, j'espérais, mais j'ai été naïve. mm. Ouais. Et là, quand il parle de faire des expériences sur les enfants, comme il l'a fait sur des cochons d'Inde, donc Ouais, là, c'est fini. voilà, ça rappelle des événements historiques qui s'étaient passés il n'y a pas très longtemps, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi, lorsqu'il mentionne les cochons d'Inde, bon, Lewis lui-même aimait beaucoup les animaux et il était notamment contre la vivisection. Et donc là, on voit que l'oncle Andrew considère les animaux et les enfants comme des choses. Et donc voilà, c'est très très mauvais signe. Oui, et puis en anglais, c'est encore plus marquant, non? Parce que guinea pigs, c'est le mot à la fois pour dire cochon d'Inde et à la fois cobaye. Non, il Oui, n'y a même pas, oui, c'est il ça. y a même Mm. pas la différence de mots entre les deux. Donc on comprend vraiment que c'est des animaux qui ont été utilisés que pour faire des expériences. Et Mm. d'ailleurs, on n'a pas terminé d'en parler des cochons d'Inde. Non, non, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, donc, les enfants supplient l'oncle Andrew de les laisser partir parce que c'est l'heure du déjeuner. Et là, il fait semblant de céder. Et il dit ok, vous pouvez partir, mais d'abord, il faut que je vous offre un cadeau. Et puis, il a fait preuve de beaucoup de ruse ici, hein, puisqu'il s'adresse à Polly. Il voit que Polly est plus attirée par les anneaux que Diggory. Et puis, il commence à la flatter, hein. Il lui dit j'ai rarement la chance d'avoir une petite fille
dans mon bureau, hein, surtout une fille aussi ravissante que mademoiselle. Et là, Polly commence à se dire qu'il n'est pas si fou que ça, peut-être, hein. Et puis ensuite, il lui propose une jolie bague. Et donc là, Polly se laisse complètement convaincre. Elle domine sa peur parce qu'elle a envie d'avoir un de ses anneaux. Et elle se convainc qu'il n'est pas fou. Et puis, le texte dit aussi que ces bagues avaient quelque chose d'étrangement irrésistible. Et là, encore une fois, ça m'a fait penser à la sorcière blanche et à sa tactique avec Edmund. Je ne sais pas si tu te souviens comment elle avait essayé de tenter Edmund, mais ça ressemble un petit peu, hein. Les fameux loukoums et Oui, la boisson chaude. tout à fait. Euh, et c'est très intéressant, encore une fois, tu le disais, on était dans des périodes de rationnement. On n'était pas dans une Angleterre qui était faste, il y avait beaucoup d'argent. Le fait de tenter Edmund avec de la nourriture qui était exotique, qui était réconfortante, qui était sucrée, on peut imaginer que là aussi, le fait d'offrir une bague qui a l'air en or, qui a l'air faite de pierres précieuses, il y a quelque chose qui touche aussi à ces enfants qui ont vécu la guerre, qui rend ces tentations d'autant plus réelles et tangibles. Mm, Même problème, ne pas céder à la tentation. mm, mm. Ouais. Mhm. Comme dans l'armoire magique, on a ici une référence au texte de la Genèse, hein, puisque dans la tentation d'Ève au jardin d'Éden, eh bien, on dit que le serpent était rusé, hein. Et là, l'oncle Andrew est rusé, hein, en voyant ce qui va pouvoir tenter Polly. Et aussi, il flatte Polly. Et ça, c'est une référence au Paradis perdu de Milton, qui est une réécriture qui date du XVIIe siècle, justement, de l'histoire du Jardin d'Éden. Et dans le Paradis perdu de Milton, que Lewis connaissait très bien et qu'il enseignait à l'université, eh bien, le serpent flatte Ève pour essayer de la convaincre de manger le fruit et il l'appelle reine de l'univers. Et donc, elle est très, très charmée par ça. Et donc là, clairement, on a aussi cette référence à Milton. Et donc ces bagues sont irrésistibles, comme le fruit était beau en Éden et comme les loukoums étaient délicieux. On a vraiment un intertexte ici clair. Mais contrairement à la Genèse, Diggory dit à Polly non, n'y touche pas. Alors il lui dit un poil trop tard, puisque au moment même où il prononçait ces mots, la main de Polly s'avança pour se poser sur l'une des bagues, mais il y a Diggory qui proteste, Oui. ce qui n'est pas le cas dans la Genèse, où on parle du péché d'absentéisme d'Adam, puisque Adam ne fait rien. Oui. Il n'empêche pas Ève de se laisser tenter, où là, Diggory proteste. Donc on voit aussi une intelligence de la part de Diggory. Intelligence, j'ai l'impression qu'il va se passer des fois d'un enfant à un autre dans les prochains chapitres, Oui. sans trop spoiler évidemment, mais que parfois l'un va faire preuve de plus de prudence, après ça va être l'autre qui va être un peu plus prudent. Encore une fois, il se passe la balle, c'est assez intéressant, Ouais. mais là pour la parallèle avec Genèse, Diggory a la qualité de protester face à cette tentation honteuse de la part de l'oncle Andrew. Oui, tout à fait. Justement, je voulais en parler parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la suite de l'histoire, on pourrait se dire ah, Polly cède à la tentation comme Ève l'a fait avant elle, et on pourrait se dire ah, voilà, c'est toujours la femme qui est coupable, etc. Mais justement, l'histoire n'est pas finie. On ne va pas spoiler, bien sûr, mais il va y avoir d'autres tentations et d'autres réécritures dans ce même livre de l'histoire de la Genèse. Et voilà, ça va se passer autrement, hein. Il va y avoir des degrés de culpabilité aussi différents, hein, des conséquences différentes. Ici, Polly est certes coupable, mais elle est motivée surtout par la curiosité, et puis elle se laisse un petit peu flatter. C'est rien de très méchant. Et plus tard, on va voir qu'il va y avoir d'autres motivations. Déjà, elle n'aurait rien à voir avec celle d'Edmund, hein, qui était bien plus mauvaise dans l'armoire magique. Et en tout cas, gardez cette scène de tentation à l'esprit, parce que on va en voir d'autres. On va en voir deux autres. On va voir deux autres scènes de tentation. Et une en particulier qu'on pourra comparer avec celle-ci en termes de motivation et de conséquences. Mais on ne va pas en dire plus aujourd'hui. Oui, et puis il faut remettre l'église au milieu du village. Polly est une petite fille avec un adulte dans la pièce, l'adulte responsable. Elle a vu ces bagues qui sont irrésistibles. On lui en propose une, forcément que c'est tentant. Et
c'est compliqué pour elle d'imaginer tout ce que ça va impliquer. Mhm. S'il lui propose une bague de bon cœur, pourquoi pas accepter. Ça aurait pu être quelque chose d'autre comme un bonbon ou une pâtisserie. Elle rentre dans une pièce, il y a quelque chose d'irrésistiblement bon. L'adulte qui a l'air d'être en possession de ces choses lui en propose une. Pourquoi refuser? Mhm. Il n'y a pas d'interdit, elle ne le vole pas. Oui, Ça paraît pas si lourd de oui. conséquences, ça le sera, mais à l'instant T, on peut comprendre une petite fille qui accepte un cadeau d'un adulte dans la pièce. Mhm. Et donc ce chapitre se termine sur un moment de suspense insoutenable, puisqu'à peine Polly touche les anneaux, qu'elle disparaît. Et donc on a hâte de savoir ce qui va se passer après. Mais pour nous, il va falloir attendre 15 jours pour le 2e chapitre. Mhm. À bientôt, Anna! À bientôt Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.